Salut tout le monde, c'est ce temps de la semaine, troisième chapitre du rapport Boivin. Bienvenue à l'émission. J'espère que vous aimez ça. Je n'arrive pas pour faire vos commentaires. Envoyez ça à TVC Basse-Lièvre ou encore à ma TV. Je regarde l'actualité en pensant à vous autres. J'écoute vos commentaires partout où je vais. Et il y a des sujets qui nous font réagir, puis d'autres moins. Alors, voici ceux qui m'auront fait réagir cette semaine. Évidemment, même si quand vous allez regarder l'émission, ça fera déjà presque une semaine qu'il aura été élu. Je pense que c'est un incontournable, l'élection de Jean-François Lisée comme chef du Parti québécois. C'est une nouvelle qui a tout son poids, d'une part parce que au début de la course, après le départ de Pierre-Carl Péladeau, il n'y a pas grand monde qui lui donnait beaucoup de chance. Je me souviens, moi, à l'époque, quand je fais des commentaires à la radio de 104.7 tous les matins, j'avais dit, attention, ce gars-là, c'est un excellent stratège et il pourrait causer certaines surprises. Alexandre Cloutier, c'était le candidat de ce qu'on appelle l'establishment de parti, celui que les gens, les grands bons du Parti québécois auraient aimé voir là pour toutes sortes de raisons. Mais il se sera peut-être essoufflé en bout de course et Jean-François Lisée a reçu le dépassé ceux qui pensaient, parce que c'était une élection préférentielle, les membres du PQ choisissaient dans l'ordre qu'ils voulaient voir là. Ils pouvaient voter juste pour une personne, mais ils pouvaient aussi mettre un deuxième choix, un troisième choix, et ainsi de suite. Et ça a presque passé proche, puis imaginez, il y était quand même 4 candidats. Et ça passait proche d'être une élection au premier tour. Donc, on voit qu'il y avait une bonne majorité, ou pas loin d'une bonne majorité des membres du Parti québécois qui croyaient que Jean-François Lisée serait la meilleure personne pour remplacer Pierre-Carl Péladeau. On se rappellera que Jean-François Lisée s'était retiré de la course la dernière fois lorsqu'il y avait eu presque le couronnement de PKP. Et cette fois-ci, a décidé d'aller jusqu'au bout, même si les sondages, les firmes de sondage lui donnaient très peu de chance au début, comme je le disais. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, c'est peut-être pas nécessairement des bonnes nouvelles pour le Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec, je faisais constater à des gens cette semaine, ça fait combien de mandats qu'ils sont là? Et les gens avaient l'impression que ça faisait déjà 2 mandats qu'ils avaient l'usure du pouvoir, puis pourtant, ils sont dans leur premier mandat. C'est donc symptomatique. C'est un mandat qui n'aura pas été facile pour le Parti libéral du Québec. Donc, ça va être une élection qui va être sûrement, en 2018, âprement disputée. Et dans ce contexte-là, je pense que c'est le choix que les membres du Parti québécois, je ne suis pas dans leur tête, là, mais j'ai comme cette impression, pour avoir jasé avec plusieurs, parce que oui, j'ai des amis qui sont membres du Parti québécois, et ça me fait pas mal. Et ces gens-là me disaient que ce qu'ils privilégiaient, c'était vraiment quelqu'un qui pouvait les amener jusqu'au bout, parce que l'option souverainiste, pour plusieurs d'entre eux, oui, c'est une priorité, c'est le rêve de leur vie depuis déjà des décennies, vous me direz. Ils n'ont pas l'air d'être plus proches qu'ils l'étaient dans les années 80-90, mais en même temps, ils sont très conscients que ça ne se fait pas si tu n'es pas au pouvoir. Donc, si tu ne formes pas le gouvernement, c'est bien difficile d'accéder à l'indépendance puis d'enclencher le processus. Ceci étant dit, ils ont quand même fait le choix du gars qui, lui, a annoncé d'entrée de jeu qu'il n'y aurait pas de question de référendaire dans le premier mandat du Parti québécois qui serait sous sa gouverne. Et Jean-François Lisée va probablement plutôt préparer le terrain là-dessus. À mon avis, c'était un bon move pour la simple et bonne raison que ça coupe les ailes du Parti libéral du Québec qui, lors de la dernière élection, ont assommé Pauline Marois. En fait, ils ont fait chirer sa campagne la minute qu'ils ont embarqué que sur la question de l'indépendance. Alors, et on se rappellera que Pauline Marois, tout le monde la mettait gagnante de la dernière campagne électorale. Mais la minute que ça a pris une tournure référendaire, c'était la fin de ce parti-là à cette campagne-là. Alors, Jean-François Lisée, comme je l'ai dit, qui est un grand stratège, qui a travaillé à côté d'un autre grand premier ministre, Jacques Parizeau, qu'on pense qu'on veut de la personne. C'est quand même quelqu'un avec beaucoup de pouvoir, beaucoup de prestance et qui savait où il s'en allait, qui faisait premier ministre.
Alors, ayant travaillé très près de Jacques Parizeau avec la stratégie référendaire des années 94-95, on se rappellera des commissions itinérantes sur l'avenir du Québec et la Commission nationale sur l'avenir du Québec. En tout cas, surprenez-vous pas si vous voyez Jean-François Lisée prendre cette approche-là un peu sur le tard, mettre des chantiers en place, mais pour le premier mandat d'un Parti québécois qui serait au pouvoir, si c'était le cas, se concentrer sur les dossiers en question. Ça doit faire peur un peu au Parti libéral du Québec, je vous dirais aussi, juste par la réaction du premier ministre du Québec. D'habitude, la tradition veut qu'un premier ministre ou peu importe un chef de parti, lorsqu'un nouveau chef d'un autre parti qui est élu, on met les hostilités un peu de côté, on garde ça pour les semaines à venir et on félicite le ou la gagnante ou le gagnant. Et dans ce cas-ci, ça n'a pas pris de temps après une phrase de félicitations que la volée de bois est arrivée par la grande porte d'en avant du côté du premier ministre qui était à l'extérieur du pays à ce moment-là et qui a un petit peu traité le nouveau chef du Parti québécois comme un chef d'un parti populiste. Il les a même associés un peu à l'extrême droite européenne, etc., compte tenu de certains propos qui ont été tenus pendant la course au leadership de Jean-François Lisée par rapport à la question identitaire, par rapport au seuil d'immigration que le Québec devrait avoir, etc., etc. Alors, ça vous donne un avant-goût de ce que la prochaine campagne sera et ça risque de ne pas être facile. Pour le nouveau chef, il faudra aussi qu'il sache rassembler les troupes parce que quand une personne comme Alexandre Cloutier, qui est la jeune génération de politiciens, nouvelle génération, tu ne veux pas non plus que cette personne-là quitte le navire. Alors, ramener tout ça, c'est pas facile. Moi, j'en ai vécu, j'en ai vu à travers deux partis politiques, que ce soit le Parti libéral du Canada ou le nouveau Parti démocratique du Canada, des courses au leadership. Et j'ai pu voir deux styles totalement différents. Alors qu'au Parti libéral du Canada, ça s'est entredéchiré, puis après la victoire de certains, ça jouait dans le dos des autres. Au niveau du NPD, Thomas Mulcair qui avait gagné a été cherché, puis a tendu la main à un peu tout le monde. C'est l'impression que ça m'a donné que Jean-François Lisée était pour prendre cette approche. Son discours d'acceptation comme chef était remarquable, je vous dirais, puis c'est assez difficile, moi, pour les discours. Long, par contre, à un moment donné, j'ai même changé de poste, puis quand je suis revenue, il était encore en train de parler, donc trop long. Mais le message qu'il a véhiculé est très bien articulé. C'était un message d'ouverture à ses collègues des faits et en allant chercher les forces de chacun. Alors, on verra comment tout ça va se transposer. Il y aura des réunions de caucus en fin de semaine, probablement la semaine prochaine aussi. Alors, ça sera à suivre et de voir les réactions des gens comme, par exemple, Martine Ouellette, ceux qui sont plus pressés, ceux qui croient que le Parti québécois devrait se concentrer uniquement sur sa vision d'indépendance du Québec et ceux qui ont hâte que le PQ reprenne le pouvoir. Alors, on va voir comment tout ça va se transposer, puis on va voir quel genre de leadership Jean-François Lisée va être capable d'imposer à son caucus et de les faire travailler ensemble. Parce qu'on dit souvent qu'au Parti québécois, ça mange ses chefs. On verra s'il va se laisser faire, j'en doute, parce qu'il a du caractère et puis je pense qu'il sait où il va. Et souvent, un caucus, quand il sent que son chef sait où il s'en va, qu'il y a une stratégie et que les gens embarquent dans la stratégie, ils vont donner la chance aux coureurs. On verra. Mais tout ça pour dire qu'il y aura des choses intéressantes qui s'en viennent. Pendant ce temps-là, pendant que les insultes du premier ministre Couillard revolaient de tout bord, de tout côté contre Jean-François Lisée puis le Parti québécois, et que sa ministre, que j'appelle Pitbull, Christine Saint-Pierre, en rajoutait, quand je vous dis que ça donne une impression que la campagne électorale, ça ne sera pas bobo, ils ont aussi, au niveau du Parti libéral du Québec, mis sur pied une couple de choses qui sont sorties cette semaine. D'une part, il y a la ministre de l'Éducation supérieure, vous allez en avoir entendu, vous en avez entendu parler sûrement, qui veut mettre de l'ordre dans les questions d'initiation. Vous savez, ces fameuses journées où les plus vieux prennent les plus jeunes, que ce soit au collège, à l'université, au secondaire et ailleurs, et les martyrisent ou les ridiculisent parce que, semble-t-il, ça fait partie de ton initiation à la nouvelle vie scolaire. En tout cas, j'ai toujours trouvé ça épais, là, mais chaque école, université, collège gère ça à sa façon. Mais là, semble-t-il que c'est tellement important parce qu'il n'y a rien d'autre à faire
d'envie que ça, qu'on va aller mettre de l'ordre et là, on sort un gros chantier puis on va essayer d'aller encadrer tout ça. Moi, j'ai le goût de dire à la ministre David, là, il y a d'autres choses au niveau de l'enseignement supérieur drôlement plus importantes que les journées d'initiation. Peut-être que les collèges et les universités peuvent tout simplement faire des espèces de colloques à l'interne, puis remettre de l'ordre, puis dire aux étudiants qui dépassent les bornes, qui font preuve de harcèlement sexuel ou autre, ou peu importe les gestes dégradants qui sont posés, que c'est sous risque d'expulsion, bien, peut-être qu'ils peuvent gérer ça de cette façon-là, puis juste mettre en application ce qui existe déjà. Et en même temps, on a le premier ministre qui a décidé de se partir un nouveau comité consultatif au niveau économique avec 27 personnes présidées par Monique Leroux, des gens d'affaires que très rarement, vous et moi, on va côtoyer, la grosse gomme, si on veut, du Québec à ce niveau-là, surtout la grosse catégorie d'affaires, bien que le président du Fonds de solidarité de la FTQ, règle générale, c'est les grands bons de la haute industrie. Voir comment est-ce que l'économie, on peut améliorer l'économie au Québec. Moi, j'ai toujours pensé que quand on était un gouvernement, puis qu'on se faisait élire, puis on se fait élire sur un plan, et on se rappellera, le Parti libéral du Québec avait supposément un plan en matière d'économie, comment je pourrais dire, s'assurer que les finances publiques soient meilleures. On a vu ce que ça a donné, plein de coupures, austérité, etc. Là, ils se retrouvent dans les 2 dernières années de leur mandat. On va avoir beaucoup de cadeaux parce que c'est toujours de même avant une campagne électorale. Maintenant, comment relancer l'économie québécoise, l'entrepreneurship et tout ça. De sentir que le gouvernement, que le premier ministre a besoin d'avoir ce comité-là. Je ne sais pas si c'est plus du réseautage, s'assurer qu'il reste avec l'ordre établi du Parti libéral du Québec. Moi, ça me tape sur le gros nerf parce que j'ai comme l'impression qu'on engrange des dépenses, même si ces gens-là ne sont pas payés, ça va engranger des dépenses, il n'y a pas à dire, là, parce que ces gens-là vont se déplacer et ainsi de suite. En tout cas, en même temps, au niveau du Québec, une petite nouvelle comme ça qui est passée un peu inaperçue. La presse sortait ça hier, qu'il y avait l'idée d'un NPD Québec, qui serait un nouveau parti provincial au Québec, bien qu'il était déjà enregistré auprès du directeur général des élections, que ça devrait culminer avec une assemblée l'année prochaine, en 2017, pour raviver tout ça. Je ne suis pas certaine que c'est une bonne idée, je pourrais vous dire, là. D'une part, parce que ça risque de nuire au Parti fédéral, parce que déjà, qu'il y a des gens au niveau du NPD du Canada, il y a des gens de tout horizon à travers le Québec qui votaient pour les gens de ce parti-là. Maintenant, ça risque de les mettre peut-être un petit peu plus dans les chasses gardées de chacun. Je douterais que Québec solidaire, s'il voit qu'il y a un NPD Québec, vote pour NPD Canada. En tout cas, ça risque de compliquer les choses. Dans notre système électoral actuel, pas sûr que c'est une bonne chose. S'il y avait la représentation proportionnelle, peut-être, en tout cas, à suivre. Alors, on fait une pause et on revient. Chaque pays a sa langue. Ici, on travaille en français. Ici, on vit en français. Parlez-nous en français. Notre fierté, le français. Un message d'impératif français. En courtier? La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. Super! Alors, nous voilà de retour pour ce 3e chapitre du rapport Boivin. J'avais le goût de vous parler puis vous allez être tannés, je suis sûre, comme moi, là, puis on a-tu hâte au 8 novembre qu'on n'en entende plus parler, malgré qu'il va encore avoir des suivis à tout ça, les élections américaines. Peut-être cette année, ça nous intéresse un peu plus parce qu'il y a ce personnage qui s'appelle Donald Trump, qui ne fait pas dans la dentelle, qui, en tout cas, a entraîné une espèce de course à la présidence comme j'ai rarement vu.
Moi, vous me connaissez, j'adore la politique, j'adore observer ce qui se passe, voir les stratégies, tout ça. Et je peux vous dire, puis je suis convaincue que si moi, c'est le cas, je fais juste m'imaginer pour vous autres. En fin de semaine passée, j'étais chez ma mère pour la fin de semaine d'Action de grâce dans le Pontiac. Et à un moment donné, on s'est branché justement sur le deuxième débat à la présidence, des candidats à la présidence des partis principaux, donc républicains, démocrates, M. Trump, Mme Clinton. Et autant le premier débat, Mme Clinton, ça avait super bien été. En tout cas, faire face à Donald Trump qui dit du n'importe quoi, c'était déjà un exploit en soi, elle était restée calme. Bon, j'avais tout dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Là, parce qu'il s'était passé quelque chose la semaine précédente, le deuxième débat, il y avait eu une accusation, puis un enregistrement qui a fait surface. Demandez-moi pas comment ça se fait que des affaires qui se sont déroulées en 2005, 2006 ou avant ça, tout d'un coup, sont en réserve. Ça veut dire que quelqu'un qui est assis sur quelque chose puis qui attend juste le moment opportun pour sortir ça, il y a quelque chose d'un peu cheap dans la stratégie. Mais tout ça pour dire que cet enregistrement-là, c'était un enregistrement de Donald Trump qui, dans le cadre d'une émission genre vedette, là, en début de soirée, tenait des propos, alors qu'il ne savait pas qu'il était enregistré, assez peu élogieux sur les femmes, puis sur la façon qu'il les traitait, puis comment il leur chantait la pomme qu'il allait les chercher. En tout cas, c'était vraiment pas édifiant, puis c'était assez dégueulasse et bas de gamme et tout ce qu'on voudra. Alors, ça a créé un tollé dans la population, même du côté, je pense que là où ça lui a le plus nui, c'est dans ses appuis qui étaient déjà un peu, je dirais, feluettes, là, pas très forts. Au niveau républicain, parce que bien des gens qui se posaient de grosses questions, à un point tel que même Paul Ryan, qui était un de ses adversaires à la course républicaine, qui devait faire une journée de rencontre avec Donald Trump, puis des foules, etc., s'est désisté parce qu'il ne voulait pas se faire associer à cet individu-là dans un tel contexte. Les groupes de femmes, tout le monde s'y est mis. Et en ce faisant, ça a attiré beaucoup l'attention sur le deuxième débat. Je vous dis tout de suite que le premier, là, ça a eu les codes d'écoute, les meilleurs codes d'écoute de tous les temps, de n'importe quel débat à la présidence, du jamais vu dans les 80 quelques millions de personnes qui avaient regardé le premier débat. Et selon mes informations, il y en a presque 70 millions qui ont regardé dimanche passé le deuxième débat. C'est donc signe que les gens regardent. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus intéressés ou c'est à cause du personnage? Moi, je pense qu'il y a un petit peu des deux à travers tout ça. Beaucoup de gens du côté républicain espéraient que Donald Trump performe mieux que la première fois, espéraient qu'il soit capable de réparer un peu les pots cassés suite à l'enregistrement dont je vous parlais. Bien qu'il se soit excusé, fidèle à lui-même, tu sais, c'est le genre, je m'excuse, mais je ne suis pas si pire que ça parce que Bill Clinton est encore plus écœurant que moi. Ça revenait à peu près à ça, son genre d'excuse. Il avait amené 3 femmes dans sa boîte familiale où il y avait ses enfants, etc., qui accusaient Bill Clinton. En tout cas, ça vous donne une idée de comment ça vole pas haut comme campagne électorale. Quand je vous dis que j'ai hâte que ça se termine parce que c'est tellement mesquin, c'est tellement cheap. Je regardais Bill Clinton, pas Bill Clinton, mais Donald Trump, sur l'estrade, le setup, parce que c'était des gens de la population qui posaient des questions aux candidats, qui parlaient au micro, posaient la question aux candidats qui, eux, répondaient à tour de rôle. Et je regardais, souvent on dit, l'attitude d'une personne, même quand ce n'était pas à son tour de s'exprimer, il y en a qui l'ont trouvé très bon parce qu'il est resté dans le visuel tout le temps. Moi, ça m'a agressé littéralement de voir quelqu'un, si tu es en train de parler, c'est ton tour à parler, puis tu as l'autre bozo en arrière qui se promène de long en large en arrière de toi pendant que tu parles. Veux pas, le regard des gens, ça sert de distraction. Alors, moi, j'appelle ça d'une impolitesse, de la même façon qu'on ne dit pas « elle » en parlant de quelqu'un qui est à côté de nous autres, on la nomme par son prénom. Ma mère me disait tout le temps que c'est très mal élevé de faire ça. D'ailleurs, elle l'a dit toute la soirée qu'elle le trouvait super mal élevé. Mais c'est à peu près le style. Ça vous donne une bonne idée du personnage, mais c'est de voir comment les appuis des républicains de longue date commencent à se distancer.
faut comprendre, parce que vous pensez qu'il y a juste les élections à la présidence au mois de novembre. Non, il y a tout le Congrès, toute la Chambre des représentants. Il va y avoir des élections. Ils sont présentement majoritaires au Congrès, les républicains. Et là, ils commencent à avoir très peur que l'impact Trump vienne enlever cette majorité-là qui leur permet de faire le contrepoids à un président ou une présidente qui serait démocrate. Parce que si on regarde Barack Obama, il y a beaucoup de choses qu'il a été incapable de mettre en application parce qu'il faisait face à un Congrès républicain qui y mettait des bâtons dans les roues à peu près à toutes les choses qu'il essayait d'introduire comme nouvelles mesures. D'ailleurs, parlant de ça, tout le monde parle du Obamacare, le nouveau régime de santé, qui essaie de s'apparenter un peu à notre système ici. Et c'était de toute beauté, en fait, si je dis ça sarcastiquement, d'entendre Donald Trump dire comment notre système à nous était pourri, de voir comment notre ministre de la Santé, Barrett, s'est insurgé contre ses propos en disant qu'il ne savait pas de quoi il parlait parce que, bien que imparfait, j'en suis consciente moi-même, ça prend du temps, c'est difficile des fois d'avoir des médecins, mais ceux qui sont un petit peu plus vieux, là, ceux qui étaient là dans les années 60, dans les années 50, savent de quoi je parle. Moi, mes parents me disaient comment, si tu avais le malheur d'être malade, d'avoir à subir des opérations, ça coûte un bras. Alors, si tu n'as pas ce régime-là, on chiale bien, là, mais je vous dis que si on ne l'avait pas, puis vous pensez que ça serait mieux, ah, regardez les Américains, ils ont le service, c'est super, tapis rouge, puis let's go, c'est quasiment un club med. Mais quand tu reçois le bill, là, c'est drôlement différent. Tu sais, aller faire examiner un œil parce que tu penses que tu as eu quelque chose dedans quand tu es en vacances en Floride, mettons. Puis j'ai quelqu'un qui me disait, a reçu le bill, c'était 1700 pièces juste pour une visite. Imaginez si vous avez à payer ces affaires-là. Alors, oui, système imparfait, mais je ne prendrai jamais le système américain par-dessus le nôtre à ce niveau-là. Fait qu'encore du grand Donald Trump, tout ça pour dire, les républicains commencent à sentir la soupe chaude et se distancent. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump, c'est fini? Moi, je pense que oui, je vous le dis, je me compromets, je vous le dis direct de même, là. Mais en même temps, quand je regarde le nombre de personnes qui suivent ces rallyes, un peu partout aux États-Unis, moi, ça me dit une chose, des rednecks, il y en a un puis l'autre aux États-Unis, comme ça se peut pas. Son discours rejoint une partie de la population. Est-ce que ces gens-là vont voter en masse? Ça reste à voir et dans un tel contexte, ça va être certainement intéressant. Je pense que la majorité silencieuse a toujours le don, puis les Américains, comme tout le monde, je pense qu'ils ont une certaine fierté, ne veulent pas mettre cette espèce de clown à la tête du pays, du plus grand pays démocratique de la planète. Ça serait catastrophique à mon point de vue. Enfin, à suivre. Parlant de clown, le temps file. Je veux vous parler cette semaine. Il y a un nouveau phénomène. Ça a commencé cet été ici. Il y a eu un cas à Gatineau de jeunes qui se sont mis des masques terrifiants de clowns. Ils ont fait peur à des petits-enfants. En tout cas, ça a reviré tout croche. La police est arrivée. Ils ont joué ça très communautairement. Donc, ils n'ont pas décidé de mettre toute la justice après eux et ainsi de suite. Je pense que les jeunes avaient eu leur leçon. Mais là, ça a l'air qu'un jeune avait parti un site Facebook avec ce profil un peu menaçant et terrorisait plusieurs jeunes d'école secondaire et d'ailleurs avec cela. Ça crée un problème. Ça a de l'air niaiseux à dire, vous allez me dire, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont peur de ça, des clowns. Et malheureusement, ce que ça fait, c'est qu'il y en a qui c'est leur gagne-pain. Ils vont dans les fêtes d'enfants, ils vont dans des fêtes de quartier, ils sont engagés pour ces choses-là. Là, si tout le monde commence à avoir une peur absolument maladive des clowns, ça crée un problème. L'autre jour, il y a même eu un cas où le policier a arrêté quelqu'un qui était dans une voiture. C'est pas rare, là. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive qu'on croise une voiture avec un clown dedans. Bien, imagine si on est rendu à faire du profilage de clowns parce qu'on veut juste s'assurer que ce n'est pas quelqu'un de mal intentionné. Avec l'Halloween qui s'en vient, je fais rien que m'imaginer les imbéciles qui vont sortir des masques un peu terrifiants de clowns à la American Horror Story et ça crée toutes sortes de choses. Ça montre que, tu sais, l'intimidation, ça peut prendre bien des formes et c'est assez regrettable. Il y a eu un dossier, puis il me reste à peine 3 minutes. Je veux quand même en parler parce que c'est le dossier des eaux usées.
on le sait que du côté d'Ottawa, là, les déversements qui ont eu lieu à une fréquence assez astronomique dans notre rivière des Outaouais, ils ont décidé de prendre les grands moyens, ils investissent de la grosse argent pour essayer d'éviter autant que possible le déversement de cochonneries dans la rivière des Outaouais. Ce qui m'impressionne avec ça, parce que cette semaine, il y a eu une annonce de 232 millions partagés entre le provincial, le fédéral puis la ville d'Ottawa, c'est qu'en même temps, je me rappelais qu'au mois de juin ou autour de ça, cette année, à Gatineau, on est en train de répertorier dans quel coin exactement est-ce que nos déversements, nous autres, d'eau usée, se font le plus au niveau et qui pourraient causer certains dommages. Donc, on voit comment on n'est pas du tout arrimé. Puis, quand je regardais ces deux histoires-là, je me disais, coudonc, une rivière, là, il n'y a pas une ligne imaginaire, il n'y a pas un mur à la Donald Trump entre le Mexique et les États-Unis qui va empêcher l'eau puis dire, ah, ça, c'est l'eau d'Ottawa, elle va être plus propre, puis ça, c'est le côté de Gatineau, elle va être moins propre. Il me semble qu'on devrait se parler des deux côtés pour essayer d'arrimer nos systèmes de façon à ce que le travail qui est fait par un soit pas, on ne lui nuise pas de l'autre côté. Je suis contente que la Ville de Gatineau a décidé de répertorier, tant mieux. Mais Ville d'Ottawa, peut-être que vous commencez à dépenser de l'argent avant le temps. Peut-être que ça serait intéressant que vous parliez de ce bord-ci parce que l'eau, ça circule, ça se mélange, puis c'est un peu difficile de faire la nuance entre les deux choses. C'est sûr que tout le monde, environnementaliste et autres, vont dire, ben c'est un pas dans la bonne direction, puis au moins ce qui nettoie, c'est fait, etc. Mais je pense que peut-être que ces subventions-là, fédérales, provinciales, pourraient aussi se faire de notre côté, du côté de Gatineau, parce qu'il me semble que l'argent rentre à pleine poche du côté d'Ottawa. Je comprends que c'est la capitale là, du pays, mais à un moment donné, ça serait bien qu'on y pense. En terminant, il me reste à peine 30 secondes. Je veux souligner un nouveau site. Allez voir ça. Ça s'appelle Wikiinfo, un peu comme Wikipédia, là, mais wikiinfo.ca. C'est Bill Clennett. Tout le monde connaît Bill Clennett. Là. Tu sais, je vous fais le signe de Jean Chrétien. Bon, let's go, on va passer par-dessus. Bill, maintenant, sa mission sur Terre, puis bravo, c'est que l'information, c'est la clé du succès. C'est la clé pour tout, dans tous les dossiers. Alors, c'est un endroit où vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations, pouvoir y mettre beaucoup d'informations aussi. Alors, chapeau Bill, on aura l'occasion d'en reparler, mais de l'information intéressante que souvent les gouvernements ne veulent pas qu'on voit. C'est tout pour nous. À la semaine prochaine.